moi je suis effectivement correspondant régional du Point, je suis journaliste indépendant, particulièrement intéressé à ce sujet-là parce que je suis aussi auteur d'une bande dessinée avec Thomas Porcher, éditeur de la revue Chab, de revue de photos, qui intervient d'ailleurs dans les écoles de Villeurbanne pour des ateliers d'éducation aux médias. Autour de moi, je vais faire une présentation un peu de nos trois intervenants, puis les laisser échanger entre eux et enfin prendre vos questions. Donc il y aura Sophie Bonhomet, qui est l'éditrice de Alézou. Donc on va présenter un peu les livres qui sont là. Jordi Galli, qui est lui chorégraphe et danseur, et Stéphane Kiel, qui est illustrateur, j'ai mal prononcé, et auteur. Oui, puisque c'est une signature complète des livres qu'on montrera et qui sont tout à l'heure. D'abord, Sophie Bonhomet, pour une conférence sur le toucher dans le rapport au livre, il n'y avait pas meilleure maison d'édition que la vôtre. C'est, avant de penser des objets littéraires, vous pensez avant tout des objets. Oui, on va peut-être prendre un micro, et puis on va les montrer au fur et à mesure. Mais ça fonctionne ? Oui. Alors oui, du coup des objets. Bonjour déjà à tous. Merci de m'accueillir dans le cadre de cette table ronde. Cette maison d'édition, je l'ai créée donc en 2019, et elle a donc un objectif assez particulier, c'est de mettre à l'honneur un objet, qui est un objet livre, mais dont le support change fondamentalement puisqu'il est de tissu. J'ai eu vraiment à souhait de créer une maison pour pouvoir accueillir des auteurs et des illustrateurs dans le cadre de la structuration de livres tel qu'on pouvait le concevoir, c'est-à-dire avec des images et du texte, et on va dire déplacer un petit peu la vision qu'on avait du livre textile par rapport à la petite enfance, qui était plutôt considéré comme un jouet ou un objet d'éveil, et donc de recentraliser vraiment cet objet-là dans l'idée d'une narration et de l'image. Et alors, qu'est-ce que ça change de d'écrire sur du tissu ? Alors on n'écrit pas sur du tissu. L'idée c'était évidemment de concevoir cette maison d'édition de façon assez classique, on va dire, c'est-à-dire de convier tous ces artistes tels qu'on le ferait sur du papier. Effectivement, c'est le moment où l'impression se fait qu'on a un constat de l'écriture sur textile. Maintenant, il y a évidemment plein de réflexions autour de la narration, on en parlera peut-être plus tard, mais d'un point de vue étymologique, le texte et le textile ont la même racine. Donc il y a, à mon avis, beaucoup de choses à dire par rapport à cette relation qu'entretient le tissu avec le livre. On va peut-être en montrer quelques exemples d'un peu de la salle. Alors il va falloir. Est-ce que je peux te mobiliser pour m'aider à montrer dans l'ordre, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont assez loin. Est-ce que je vous laisse l'effet de surprise pour la manipulation de celui-ci, ou est-ce que je vous guide ? Alors ça, on le fait en mode surprise ? Allez, l'effet de surprise. C'est un livre qui fait partie d'une collection que j'ai créée il y a un petit moment déjà, qui s'appelle Grandeur Nature. L'idée, c'était évidemment de trouver des objets qui impliquent la dimension corporelle, et donc de proposer aux enfants une expérience un petit peu immersive, un petit peu ou beaucoup. Et donc il se déploie au sol initialement. Alors là, du coup, j'ai la chance d'avoir des assistants qui vous montrent l'objet dans son entièreté. Effectivement, le déploiement se fait donc au sol. Donc il y a vraiment la dynamique de se mettre à genoux, d'être vraiment de pouvoir s'enlacer avec le livre. Il y a vraiment quelque chose d'enveloppant. Donc effectivement, cet objet-là est l'un des plus grands que j'ai réalisé jusqu'ici. Au démarrage, évidemment, j'ai produit des objets qui étaient plutôt... En fait, je partais du principe que cet objet-là avait déjà quelque chose de l'ordre de bousculer. Puis après, il faut le replier. Tu repars avec ton doudou. Tu peux le garder, hein, c'est confortable, il fait des câlins. En fait, je partais du principe que j'allais bousculer des choses. Effectivement, et que peut-être que plutôt que de tout bousculer tout de suite, il fallait que le catalogue, j'ai un rythme assez petit, hein, je sors 3 titres par an,
J'avais envie de déplacer les choses un tout petit peu à chaque fois, à chaque objet, voilà, parce que j'avais en capacité on va dire de produire ces livres-là moi-même, donc j'avais aussi le laboratoire à portée de main, si je peux me permettre. Et donc je me suis dit, je vais commencer par des objets que la plupart des gens ont l'habitude d'appréhender comme des leporello. Et progressivement, j'ai ouvert cette arborescence des possibles en allant jusqu'à produire des livres qui sont de 2,50 m. Voilà. Et comment on invente une narration sur des objets pareils? Est-ce que ça fait penser évidemment aux écritures médiévales, enfin à la toile de Bayeux, ce genre de narration? C'est ça l'inspiration? Alors, globalement, vraiment encore une fois, c'est ce que j'explique, c'est que j'ai fait les choses petit à petit, c'est-à-dire qu'à l'ESU, j'ai pris la casquette d'éditrice. Maintenant, moi, j'ai une démarche profondément artistique. Et finalement, mes premières interrogations, elles étaient de l'ordre de mes recherches assez personnelles en lien avec le livre. Et donc, j'invitais des personnes à tenter d'y répondre. Je réunissais des auteurs et des illustrateurs. Donc, petit à petit, en fait, en expérimentant la matière, finalement, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que, et c'est là où je parle de laboratoire, c'est que globalement, le textile, l'illustration, l'écriture, en fait, tout ça peut se faire de façon conjointe dans le temps et que l'objet peut se construire au fur et à mesure. Le meilleur exemple que j'ai là sous la main, c'est La cuisine qui tâche. J'avais très envie de faire un livre de recettes de cuisine. J'ai invité une amie artiste graphiste qui a été traiteur sur une période de sa vie. Et cet objet-là, en fait, je pensais le faire comme un leporello. Et petit à petit, au fur et à mesure que j'imprimais les pages, que je montais le livre, je me suis aperçue qu'en fait, le leporello n'était pas du tout adapté. Et puis, je me suis mise à le rouler. Et j'avais le sentiment qu'à partir du moment où ma main était d'avoir les mains dans la matière, ça me permettait vraiment de prolonger la cohérence entre l'objet, entre sa forme, son contenu, et du coup de faire des objets qui sortent effectivement complètement de ce qu'on pourrait imaginer au départ. Et je pense que c'est vraiment une chance d'avoir en main les outils pour pouvoir imaginer les projets du début à la fin. Et donc il se roule comme une pâte feuilletée un peu, ou une pâte à pizza. Le pli, il faut le rouler. Et en usage, tu l'as imaginé en cuisine je l'ai imaginé en cuisine, évidemment. Alors après, là, c'est encore une autre particularité de l'objet, c'est que le textile, évidemment, fondamentalement, dans l'univers collectif, est lavable. On peut le passer en machine. Je partais du principe, par rapport à la thématique, que... Ça résiste aux taches de tomates, de chocolat Oui et non, bien sûr. On a pris plutôt, on va dire, un contre-pied. C'est-à-dire que j'avais envie de provoquer un petit peu et de poser des questions. C'est-à-dire, quelle est la place du livre papier dans l'espace de la cuisine? Il est fragile. Quand on cuisine avec les enfants, on est plutôt dans la retenue. Il faut faire attention, le chocolat, le gras, tout ça, c'est pas forcément très glamour et ça peut abîmer les pages. J'avais envie de provoquer ça. C'est-à-dire que ce sont des recettes extrêmement colorées pour l'occasion, de façon à ce que la tâche arrive dans le livre et puisse subsister comme elle le fait à travers le textile, les torchons, le tablier, enfin voilà. Donc là, c'est pour cuisiner avec les enfants et en mettre partout dans la cuisine aussi. Hein, oui. Stéphane, je te vois très intéressé par ces objets. Pardon, je fais le ménage. Quand on est auteur et illustrateur, tu as été tenté de... C'est inspirant, ce type de format? Tu te dis, tiens, je pourrais exprimer raconter une histoire? J'ai déjà tenté, j'ai déjà fait des tentatives comme ça de livres-objets, on va les appeler comme ça, alors pas forcément par le biais de la couture, et encore, ce que je partageais tout à l'heure, c'est que il se trouve que ma conjointe est très très portée sur le tissu, cette matière-là, et donc forcément, en fait, non pas forcément, mais on s'était posé ces questions-là et on a construit pas mal d'objets comme ça autour de cette matière-là. Et par la force des choses, alors peut-être pas forcément dans le domaine du livre, mais dans le domaine du textile, j'ai déjà fait pas mal de projets autour de ça, des choses qui étaient imprimées sur du tissu, qui pouvaient vivre aussi comme ça sur cette matière-là. Donc effectivement, c'est des questions que je me suis posées, mais par ricochet comme ça, c'était plus sur la question après, pour relier avec le papier, des choses qui s'étendent, des choses qui se déplient, avec en tête tout le travail de Mounari qui m'a beaucoup porté, ou des gens comme Enzo Mari aussi, dont j'aime beaucoup les projets, et notamment aussi tous ces livres uniques en fait, faits parfois dans ces matières-là, avec ces possibles. Voilà. Donc voilà.
C'est des choses effectivement qui peuvent m'inspirer. Après, peut-être potentiellement sur une image fixe aussi, ou sur un format qui est plus restrictif comme l'album jeunesse. On va présenter ton travail après, mais peut-être Jordi, toi, on n'a pas encore présenté ton travail, je le ferai après, mais simplement un regard sur ces éditions, sur ce rapport au toucher et au livre en soi. Alors c'est un regard tout à fait profane, mais non, je voulais, en préparant un peu cette venue, je lisais le site de Sophie. Il y a une phrase que je pense me permet de rentrer par la fenêtre. Donc moi je suis danseur et chorégraphe, directeur d'une compagnie ici à Lyon, ensemble avec Vania Vano. Donc je viens vraiment du spectacle vivant. Et je me retrouve dans une rencontre qui parle de livres. On a fait un livre, mais... Donc, dans le site de Sophie, il y a cette phrase dit on a besoin de revenir à l'essentiel, au concret, dans un monde toujours plus technologique et virtuel. Et je pense que là, il y a peut-être pour moi quelque chose qui est peut-être une entrée, c'est que l'expérience concrète des choses, de soi, du toucher, mais aussi de lui, de ce qu'on sent, de ce qu'on voit, nous construit une façon d'appréhender, une façon de penser le monde. Alors les livres sont certains pleins de mots, mais ils existent, c'est des objets. Et donc en faisant ces seuls projets éditoriaux qu'on a portés avec Vania, on s'est aperçu que le livre, c'est un univers en soi. Donc on était complètement profane et qu'il y a une matérialité très concrète. Donc je vois, en voyant les projets qui sont là exposés, que chaque choix, chaque encre, chaque papier, chaque transparence, chaque grammage et tous les métiers qui rentrent dans la fabrication de ces objets sont très concrets. Et donc, je trouve ça excitant. Voilà. Je reviendrai sur ton travail tout à l'heure, mais juste Sophie, pour finir de présenter, il y a quels sont les projets aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont avérées impossibles? Est-ce qu'il y a des ambitions de type d'objet sur lesquels tu imagines de faire des éditions et que tu n'as pas encore réussi à faire? Alors, il y a on rencontre toujours des difficultés. Je ne l'ai pas précisé, mais j'ai pris la décision de monter vraiment un laboratoire. Donc, ces livres-là sont fabriqués par mes soins dans mes ateliers. Donc, des difficultés, j'en rencontre tous les jours. D'autant plus que chaque projet, à chaque fois, rajoute une difficulté et donc a une ambition à chaque fois un peu plus élevée, avec une dynamique différente. Et donc, il y a toujours une problématique. Mais c'est en ça que la création devient intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, on se confronte à une difficulté. Le premier que j'avais fait de grandeur nature, l'arbre, faisait 1,60 m. Je me suis dit, c'est dingue, j'y arriverai jamais. Voilà, quel est le possible de faire un livre qui tienne, voilà, et qui soit suffisamment comment dire, grand comme je l'avais imaginé. Est-ce que c'est possible? Donc automatiquement et à chaque fois on se donne une difficulté supplémentaire parce que c'est là où il y a effectivement ce moment, cette charnière, ce levier qui permet vraiment de se dépasser dans la création et de produire des choses et des accidents qui sont hyper intéressants. Donc un projet futur qui me présenterait des difficultés, c'est maintenant l'intégration éventuellement possible de la musique. C'est-à-dire que j'ai très envie de créer une passerelle entre l'objet livre textile et la musique. Donc je me confronte à des tas de difficultés dans ce cadre-là. Intégrer une boîte à musique Non. Non, plutôt dans ce que l'aspect matériel sonore, du coup on en revient à la matérialité des choses, dans le désir de réintégrer une matérialité à la partie sonore du livre et non pas dans un objet technologique, mais plutôt dans comment je ramène et comment je fais le lien. Est-ce que c'est un CD tout simplement? Est-ce que c'est un vinyle? Est-ce que c'est un lien numérique? Du coup, la question se pose et c'est là où on rencontre des difficultés techniques aussi. Je ne sais pas si tu as vu cette année la bande dessinée du scénariste lyonnais J.C. Devenay, qui a eu le Grand Prix Solido Gloria, qui parle justement de deux jeunes musiciens. Non, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, je vous la recommande parce qu'elle elle traite justement de ce sujet-là et avec un objet qui, par le dessin, en fait, met le dessin en musique et on a vraiment l'impression de l'entendre quand on lit cette BD. Super. En termes d'inspiration. Juste en termes de réalisation, tu as parlé de laboratoire, mais d'imprimerie.
aujourd'hui, tous les livres que tu sors, c'est toi qui les réalises, tu arrives à les faire produire en série derrière? C'est toute la question qui s'est posée quand j'ai monté la maison. Alors, je reviens très très vite sur comment j'en suis venue à faire ces livres-là. Je suis sortie de l'école des Beaux-Arts en 2014 et mon petit garçon est né en 2017 et il lui avait été offert un livre en tissu de chez Casterman, un petit imagier tout en noir et blanc. Et je trouvais cet objet assez fabuleux. Je trouvais assez incroyable de pouvoir lui mettre des livres entre les mains. Et j'étais profondément, malheureusement, déçue par les propositions qui étaient faites dans la grande distribution. En tout cas, j'avais le sentiment que je ressentais un besoin qui n'était pas rempli. Et donc j'ai décidé d'en faire un moi-même. Mais c'était pour lui. Je n'avais pas du tout imaginé voilà, ce qui allait se passer à la suite de ça. J'avais fait un imagier en sérigraphie puisque j'avais envie d'expérimenter cette technique que je trouvais assez fabuleuse. Et sortant de l'école des Beaux-Arts, j'avais une gourmandise pour la photographie argentique, donc voilà, en chambre noire, et la sérigraphie s'en rapprochant, je me suis dit je peux peut-être essayer. Et donc j'avais fait un livre pour lui. Et c'est là que tout s'est mis en place, que l'idée de la maison d'édition est venue. Mais c'est vrai que quand j'ai monté cette maison, je me suis dit, je vais faire comme les autres, je vais trouver un imprimeur, mais j'avais une envie de travailler avec voilà, le territoire, et c'était très très compliqué de trouver en fait des personnes susceptibles d'imprimer, de fabriquer, de façonner. Enfin voilà, j'ai rencontré quand même beaucoup de difficultés. Et du coup, j'ai pris cette décision voilà, d'être patiente et de ralentir le processus en montant un atelier d'impression textile. Voilà. Et qui se consacre entièrement à la création aux impressions de tes livres. Alors oui, maintenant j'ai lancé Alaiso en 2019, donc j'ai été confrontée aussi à une période de creux, c'est-à-dire que du coup avec l'arrivée du Covid, en fait j'ai pu vraiment voilà, penser et matérialiser ma pensée à travers les objets que j'allais créer, donc vraiment me poser les bonnes questions, c'est comme ça que je me suis lancée, mais c'est vrai aussi que finalement pour faire connaître un objet qui n'existe pas, c'est assez délicat, donc j'ai aussi évidemment fait de l'impression sur tissu pour d'autres types de supports que le livre. Alors comme le thème de cette fête du livre, c'est les 4 éléments. Est-ce que le fait de travailler sur du tissu permet une sensorialité évidemment beaucoup plus forte et une capacité peut-être à donner la puissance de ces éléments de manière matérielle? Alors je pense encore plus dans la mesure où chaque objet passe par mes mains. C'est-à-dire que je répète encore peut-être, et excusez-moi si c'est le cas, mais je le considère comme une chance. C'est-à-dire que ça n'implique pas seulement le corps dans son entièreté chez le lecteur, chez les parents, chez les personnes qui vont manipuler le livre, mais ça m'implique moi aussi. C'est-à-dire que le livre, je le vis du début à la fin, jusqu'à son arrivée dans les mains de l'enfant, puisque voilà, je diffuse aussi mes livres, je vais sur les salons, enfin voilà, mes livres sont présentés, je suis quand même voilà, très présente avec eux souvent. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'attachement voilà, corporel, physique, avec ces objets-là que je peux vraiment témoigner parce que j'ai la capacité de les faire moi-même. Et je pense que ça, c'est encore une fois une chance. Et on peut les commander dans n'importe quelle librairie ou il faut te suivre? Alors, il faut me suivre principalement. Maintenant, c'est vrai que toutes les librairies sont en capacité. Alors là, je suis voilà, dans une période un peu charnière. J'ai déménagé mes ateliers pour pouvoir accueillir une machine un peu plus grande. Donc, je me retrouve dans le moment où il faut un petit peu attendre et patienter. Donc, je ne peux pas produire pour tout le monde. C'est ma grande difficulté actuelle. Merci. On va passer un peu à la présentation du travail de Stéphane. Les livres, ils sont là-bas. Toi, dans le rapport à l'objet, c'est le papier finalement que tu... Ah ben, j'en ai là. Bah oui, tu as raison. Un des éléments clés de ton travail, je te laisse peut-être le présenter, peut-être noir. On va en parler. Ça va être difficile à voir de loin. On va en parler. Oui, c'est notamment un travail sur la transparence, sur le calque, sur comment recréer une émotion différemment que chaque page, mais dans aussi le défilement des pages. Alors cette série, enfin c'est pas une série d'ailleurs, on va appeler ça plutôt une collection en fait, a démarré par un album qui s'appelle Vert, dans lequel il n'y a pas du tout justement ce travail sur ce papier qui est un peu différent, qu'on utilise aussi notamment parfois dans l'édition jeunesse, qui est donc cette impression sur du calque qui me permet justement de travailler sur la question du souvenir,
la question de manipuler en fait la narration différemment. C'était ça qui m'intéressait au départ dans ce choix de travailler d'imprimer sur du calque. C'est apparu dans Blanc parce que je parlais en fait d'un moment en fait et d'un environnement qui était donc la montagne, ensevelie de cette matière qui était la neige, et tout d'un coup je voulais aussi parler de la disparition, du brouillard, des choses comme ça. Et assez naturellement, en fait, cette matière est apparue pour justement servir la narration. Le personnage va se perdre et, comme dans un grand brouillard, en fait, va chercher un petit peu à sortir de cet espace. Et pour raconter, c'est au service vraiment de la narration, c'est ce moment-là. J'ai choisi en tout cas de travailler, d'imprimer et de rester dans une forme assez simple, juste travailler en noir et blanc. Pour le coup, c'est comme un cut dans l'histoire. Et on avait ce papier calque qui, par hasard, j'allais dire, même si je l'avais déjà vu dans d'autres livres, m'a paru aussi dans son toucher, dans sa matière. Quand on parle de livre, en fait, on parle aussi de la manière dont on manipule le livre, par le plus grand des hasards, j'allais dire pour moi, a aussi changé la narration dans son aspect sensoriel. Et ensuite, cette collection ne devait pas avoir lieu, puisque Vert a pris le titre de Vert, parce qu'à la fin, je trouvais ça joli d'appeler Vert cet album-là, parce que le personnage parlait de cette immensité qui était la jungle, simplement en donnant ce mot-là, Vert. Je trouvais ça joli. Et j'ai fait l'inverse, en fait, dans cette, on va appeler collection maintenant, puisqu'il y a 5 titres, il y en a un 6e qui va sortir là dans un mois, qui s'appelle Rose. Il sort dans un rêve. Le calque, je ne l'ai pas utilisé à chaque fois, parce que, encore une fois, pour moi, c'était au service de la narration. Mais cette expérience du calque dans Blanc m'a servi aussi après dans Noir, qui était le 4e finalement. Dans Rouge, je n'ai pas du tout mis de calque, parce que tout d'un coup, j'avais envie aussi d'être plus proche de... Il y a un côté... alors je m'étais mis beaucoup plus de handicap dans cette narration. Il faisait nuit, dessiner un cheval, super galère. Il y avait un orage, je m'étais mis pas mal de... Les vélos, les chevaux, c'est les... Voilà, des trucs un peu... Les terreurs des complexes. illustrateurs. Et puis cette partie de calque qu'il fallait apprivoiser pour tenter comme ça de faire comprendre aux lecteurs, aux lectrices de comment est-ce que ce personnage allait arriver dans cette forêt un peu sombre qui peut potentiellement faire peur ou qui est un peu inquiétante. Voilà. Et donc, effectivement, ce papier-là me servait aussi à raconter ce truc-là. Donc, c'est toujours au service de la narration. Et donc, voilà, le choix du papier, en fait, il est aussi lié à ça. En fait, moi, c'est toujours par rapport à ce que je raconte, en fait. Et souvent, quand je vois les enfants, c'est soit le papier. Je leur parle aussi beaucoup du format. En fait, un format, il n'est jamais pris au hasard. Le livre, il a une identité. Là, j'avais choisi un format presque carré parce que tout d'un coup, mes personnages, un des personnages principaux de chaque histoire est aussi l'environnement, le paysage. Donc, en fait, voilà, tout participe en fait finalement à la narration, au projet. Enfin, j'ose espérer. Et en fait, je suis toujours très déçu en fait, parce que mon métier c'est auteur, mais surtout illustrateur. Moi, mon vrai métier c'est illustrateur. Je suis devenu un peu auteur par défaut. Quand on me propose des textes que j'accueille avec plaisir pour travailler avec d'autres, parce que j'aime bien aussi me confronter à d'autres narrations, d'autres propositions, d'autres manières de se projeter dans les univers, des fois, et donc d'autres éditeurs aussi, avec lesquels je ne travaille pas forcément beaucoup, je suis toujours très surpris de comprendre que parfois, la question du format, la question du papier, elle n'est pas si importante que ça. Voilà. C'est un peu moitié-moitié, quoi. Et justement, dans un livre, alors moi je suis journaliste, je crois que je suis assez sensible à l'odeur, côté de l'impression machinale. Enfin, toi, quand tu prends un livre, quand tu penses un livre, le premier ressenti va être sur quel aspect ? Pas du tout ça. Et j'ai l'impression d'être un peu... alors, pas du tout ça, et en même temps, oui, bien sûr. En fait, quand moi je découvre des livres, il y a ça, il y a le toucher. Souvent, je les lis à l'envers. Je commence par derrière. Je ne sais pas pourquoi, je dois avoir c'est ma manipulation
je sais pas. Et donc je regarde à l'envers. Donc effectivement, j'ai aussi une lecture très imagée au départ. Ensuite, je rentre dans le texte, etc. Et il y a aussi forcément cette proposition sensorielle qui peut intervenir. Donc ça, je trouve ça assez remarquable. Mais finalement, moi, je suis presque pas mal refusé à faire ça. Alors, et pourtant, si je regarde toute ma bibliographie, il y a des choses avec de la découpe, il y a des choses avec toujours aussi le papier, la transparence. Mais encore une fois, toujours au service, enfin, je mets un pied d'ordre à dire que c'est toujours au service de la narration. S'il y a de la transparence, c'est qu'en fait, il se passe quelque chose. Ça veut dire on va créer une émotion en fait, avec ça, soit graphique, soit narrative, soit dans le chemin en fait, qu'on veut faire prendre au lecteur, l'idée. Et juste pour terminer, moi j'ai pris un peu le contre-pied, parce que pendant très longtemps, j'ai rejoint en fait, une maison d'édition numérique qui s'appelait Étoile, que j'ai co-créée en 2010. Les iPads arrivaient en France, et justement, on s'est posé toutes ces questions-là, sur la question du toucher, la question du sensoriel. Et là, je me suis posé ces questions-là, mais par le biais en fait, d'un écran. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se posait la question de comment est-ce qu'on peut faire rentrer un peu dans ces objets-là, ces questions-là. Et on avait aussi toute cette problématique de fonctionnalité, de comment est-ce qu'on rentre dans une histoire, à quel moment en fait on touche un écran, comment on manipule. Et je constatais que effectivement les enfants étaient toujours en mouvement face à ces écrans. Sauf que on s'est rendu, alors, et on a fait une dizaine de projets quand même avec Étoile Édition, notamment un projet qui avait été, on avait eu un prix à Bologne, enfin c'était super, tout a super bien commencé, sauf que ces objets-là n'étaient pas vendus parce que les gens avaient l'habitude de télécharger du gratuit, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc en fait, toute cette projection sensorielle via l'écran est un peu tombée en fait. Alors il y a toujours des projets qui sont cool en fait à voir, mais c'était incroyable de se dire on peut rajouter du son, de la musique. Il y avait aussi cette dimension-là. On était vraiment dans un travail en 3 dimensions dans laquelle on pouvait faire intervenir des sound designers, des animateurs, la question aussi du mouvement face à un écran. Enfin, voilà. Mais on perd l'objet, sa matérialité, le toucher. Je ne trouve pas. Non, c'était juste une autre expérience en fait. Pour moi, c'est 2 choses différentes. C'était juste la proposition, c'était pas enterrer le livre, c'était pas remplacer, c'était augmenter. On parlait de livres augmentés, on parle de livres augmentés. Rajouter du son et de la musique, c'est là, avec un objet qui nous le permet assez simplement, il y avait une sorte de logique en fait dans la manière dont on procédait. On ne voulait pas refaire ce qu'on connaissait déjà. L'idée, c'était pas ça en fait, c'était de augmenter, ça veut dire comment est-ce qu'on peut reconsidérer les choses. Tout à l'heure, j'entendais en fait des liens entre le spectacle vivant, on en parlera certainement tout à l'heure aussi, et aussi ces objets livres. Ben, pour moi, c'était naturel de faire des liens entre le cinéma et l'édition. Tout d'un coup, comment on pouvait créer des ponts aussi comme ça, physique, d'histoire, de narration, enfin, voilà, de ce genre de choses. Et tu penses que ce sont les lecteurs qui sont pas prêts? C'est le modèle finalement économique qui n'est pas encore prêt? Il y a pas mal de bibliothécaires, médiathécaires, etc. Et en fait, on a beaucoup discuté avec ces gens-là, et ils étaient très ouverts. Justement, tout le monde a accueilli ces nouveaux objets, mais ne savait pas quoi en faire. Il y a eu un frein énorme qui était économique. C'était assez drôle. C'est que les médiathécaires n'avaient pas de carte bleue, et donc ne pouvaient pas acheter en fait un projet à 2,99 € en fait dans les App Store ou dans les Google Store. C'était drôle. C'était ça qui a freiné en fait finalement cette économie-là. Donc en fait, il n'y avait pas de lien du début jusqu'à la fin. En fait, effectivement, le modèle économique, il était hyper dur à concevoir. Enfin, là, je vous en parle comme ça, mais moi, j'étais pas du tout dans cette partie-là. Moi, j'étais plutôt dans la partie artistique. Mais voilà, j'ai constaté qu'en tout cas, il y avait un frein là-dedans. Alors qu'aujourd'hui, quand je vais dans les médiathèques, je vois qu'il y a des écrans, parfois aussi des tablettes, des choses comme ça. Souvent, les gens me disent que leur contenu, c'est soit des plateformes, donc un non-choix presque, parce qu'en fait, on choisit une plateforme qui a déjà un certain nombre de projets, mais on n'a pas le droit d'aller venir chercher le projet qui nous intéresse, comme peuvent le faire en fait ces lieux-là, en fait parce que tout d'un coup il y a un projet qui va les émerveiller, avec lequel ils ont envie de faire de la médiation, travailler, ou juste proposer au public. En fait, c'est un peu fermé, voilà.
je présente rapidement deux autres ouvrages pour faire un tour un peu d'horizon de ton travail. On retrouve toujours cette notion de transparence, y compris dans tes illustrations et tes couvertures, même quand le papier n'est pas transparent. Ouais, en fait, moi j'ai un rapport aussi aux images. Je pense que ça vient de la manière dont j'ai commencé à comprendre comment je pouvais composer une image. Et je suis un enfant de la sérigraphie, de la gravure, de la reproduction manuelle en fait. Et effectivement, je pense que j'ai tout appris à ce moment-là en fait, de comment je composais une image, simplement en additionnant des couches, couche par couche. Et ça, c'est toujours très présent dans mon travail. Même dans la composition de mes images, elles sont souvent comme ça, en fait, dans un rapport très un arrière-plan, et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe en fait dans un deuxième plan, et quelque part, c'est un peu issu de toute ces techniques de gravure, de sérigraphie notamment aussi. Voilà, c'est un peu dans cette construction-là. Eh ben merci. Je vais présenter aussi Jordi parce que l'heure avance. On est sur une rencontre sur le toucher. Ton travail, donc quand j'ai dit chorégraphe, danseur, mais très lié aussi à cette notion du toucher. C'est le rapport à la pierre, c'est le rapport à la corde. Finalement, tu es un danseur de la matérialité, quoi, de l'objet. Te voir arriver pour aller essayer de transmettre dans un livre la vision du monde. Je résume, si tu me corrigeras, mais comment la danse peut voir le monde, permet de comprendre le monde, c'est assez cohérent finalement. Oui, alors J'ai ouvert plein de portes dans une question. Si, c'est bien, merci pour cette introduction. Peut-être oui, pour clarifier, donc je suis danseur avec une formation de danseur, conservatoire, etc. J'ai passé par des compagnies professionnelles, donc j'ai beaucoup travaillé sur les plateaux avec des chorégraphes belges. Je suis d'origine espagnole, j'ai été plusieurs années avec Maggie Marin ici dans sa troupe. Donc j'ai vraiment un parcours de danseur. À un moment donné, je me pose des questions comme certains des auteurs que vous avez entendus ce matin, donc un questionnement, et je fais un pas de côté qui me mène vers le travail avec l'objet. Donc tu parlais de pierre, de corps, des constructions. Donc depuis, je dirais, 2005, 2006, par là, donc ça fait bien 20 ans, j'ai commencé à explorer comment construire un geste. Voilà, les danseurs, on danse, on fait du mouvement, on écrit du mouvement. Et je me suis posé la question, quel sens ça avait ? J'arrivais plus à le trouver. Et en même mettant un rapport concret avec les choses, il y avait quelque chose qui se construisait par rapport au geste. Et un peu comme un artisan qui apprend à travailler le cuir, ou un maçon qui apprend à monter des murs, etc. Et là, il y a un énorme champ qui s'est ouvert pour moi. Je viens du champ chorégraphique, mais des fois, on peut penser que c'est du cirque, que c'est presque des installations plastiques, etc. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est comment on comprend quelque chose de ce qu'on est en se mettant en rapport avec la matérialité des choses qui nous entourent. Donc les pièces sont souvent des processus où on fait apparaître, on construit, on bâtit, on déploie. Et donc je co-dirige Arrangement provisoire avec Vania Vano, qui a une démarche très différente, mais aussi très liée à la matière. Et à un moment donné, on s'est dit qu'on avait envie de dire, pas seulement de faire, mais de dire. Et on avait envie de dire d'une façon pas seulement en faisant un catalogue des pièces, mais de questionner autrement ce qui pour nous est le fond du travail. Et donc c'est un livre pas pour enfants, quoique il y a eu tout un effort qu'on a fait sur l'objet lui-même, sur l'idée des strates, de couches. Il y a une carte blanche à David Leborgne, un jeune chorégraphe et photographe,
dont le travail nous semblait très bien parler de cette idée que le corps et la matière, dans son travail, se font. Il y a une sorte de couche de transparence. Et donc, pour ce livre, on a invité un ensemble d'auteurs qui parlent, qui écrivent la danse, qui font de la critique aussi de danse. On est allé chercher aussi, par exemple, le directeur de l'Observatoire du Pic du Midi pour qu'il nous parle de la lumière, des étoiles. Nicolas Lelièvre, qui est architecte et plasticien. Noémie Salepsi, qui est mathématicienne avec une expertise sur la géométrie. Donc on est allé chercher des gens différents pour essayer de dire comment le mouvement, le geste, quel qu'il soit, c'est une façon d'appréhender qui est aussi intelligente, aussi subtile, aussi complexe, qui peut être une pure rationalité, une pure pensée par les mots. Alors, dans pour finir la présentation, tu étais cette année en résidence dans une école, l'école Pasteur à Villeurbanne, où vous avez mené ces ateliers PIPA, qui auront une restitution, c'est ce dimanche, je crois. Ce dimanche. Donc Alors, le travail qui a été fait avec une quinzaine d'heures cette année au sein de cette école, et qui est le prémisse d'une création, 1000 Horizons, qui sera présentée à la Maison de la Danse pour le coup l'année prochaine. Ouais. C'est une très bonne transition. Il y a le travail de création, et à un moment avec Vania aussi, on s'est posé très clairement la question de la transmission. Donc si on prend le nom strict, c'est l'éducation artistique et culturelle que vous connaissez. Et on s'est dit comment faire dans ces cadres-là pour vraiment ramener la question de la création là-dedans. Ce dont nous sommes a priori des professionnels ou des experts. On n'est pas des profs, on n'est pas des médiateurs, etc. On s'est dit comment faire une expérience à n'importe qui de cette rencontre avec soi-même qui est la création. Et donc depuis des années, on crée différents types de projets. Et donc, PIPA, ça veut dire, c'est comme on appelle les cerfs-volants au Brésil. Et c'est un objet qui m'a semblé très intéressant parce que c'est un objet très analogique. Donc, ça peut être fait avec une feuille de papier, avec des agrafes, avec presque rien. C'est un objet qui est assez ludique. Donc, pour la première fois, j'adressais un projet spécifiquement à l'enfance. Je me suis dit, c'est un objet qui nous fait un peu rêver et qui concrètement nous met en relation avec le vent. Et je me suis dit, par un moyen d'une technologie pas pauvre, mais très, très basique, low-tech, on se met en correspondance avec cet élément d'une façon très immédiate. Et en même temps, cet élément, c'est quoi ? C'est le mouvement des marées, c'est la rotation de la Terre, c'est la rotation de la Terre autour du Soleil, c'est l'univers autour. Donc on peut tirer un fil comme ça d'une façon très, très analogique et essayer de faire penser l'environnement. Donc avec ces enfants, donc 22 enfants de l'école Pasteur, un lien avec le CNAREP, les ateliers Frappas, Centre national des arts de la rue et de l'espace public. On a fait une quinzaine d'heures d'intervention où ils ont fabriqué, ils ont dessiné, ils ont écrit, ils ont parlé, ils ont inventé des histoires. Et tout ça, on ne va pas en faire un spectacle, parce qu'un spectacle demande des années, des fois, pour apparaître, mais on va faire une sorte de restitution. Donc, on va être juste de l'autre côté de l'avenue, dans le parc, le dimanche à 16h30. On va faire une petite déambulation. Donc et on va faire apparaître le geste de ces enfants aussi pour aboutir cette rencontre. Je voulais juste qu'on ait une petite idée de... Pierre s'entasse autour des échafaudages. Travail. Des échafaudages. Ça promet quelques Ça tonnes promet à remuer, quelques à tonnes charger. à remuer. Ahmed travaille avec Alain, là-haut, sur son étroit pont de planches. Ils ont trouvé de jeunes pigeons dans un nid, sur un rebord. Le chef rôde en bas. Louis s'occupe de ranger des ferrailles, des étés.
bras du tractopelle ouvre une fouille. Je descends, je pioche. L'instant n'a que nos gestes pour révéler l'inépuisable. Pour révéler l'inépuisable. Et pour l'éclairer, nos mains avancent comme des torches dans l'après-midi. J'aime bien projeter les choses sans trop raconter avant. Donc là, c'est un exemple de ton travail. Ce qu'on voit, c'est comment à travers la danse et les objets que tu utilises, le bois, il y a une volonté d'occupation de l'espace. Comme un livre, finalement, occupe aussi un espace. Il y a l'espace et je pense comme un livre aussi, on l'oublie, comment on occupe le temps. Le temps où les choses se déploient, où une expérience se déploie et on invite par une écriture précise. Et le livre, il est encore plus... On peut penser que c'est figé et un spectacle est toujours vivant. Donc il y a des petites transformations, même s'il y a une écriture très rigoureuse. Pour moi, je pense que le fond du travail, c'est comment on fait une invitation pour que la perception du temps et de l'endroit où on est, de ce qui est autour, existe autrement par la perception que le spectateur ou les spectatrices en a. Donc la chose en soi a une valeur de médiateur. Et peut-être j'en profite, ce que vous avez entendu, c'est un poème de Thierry Metz. Je vous recommande Journal d'un manœuvre, un petit recueil de poèmes. C'est un maçon poète, non, un manœuvre poète, pour de vrai, avec une vie très complexe, mais je vous recommande, c'est un petit bouquin. Et peut-être le temps passe, mais si tu veux, je dis un mot sur Mille Horizons. Oui. Et Oui. Alors, ce que vous avez vu, c'est une récréation d'un solo de 2008 qu'on a repris pour l'espace public. Donc, j'ai aussi toute une expérience avec l'espace public dans la construction de pièces municipales, etc. Bon, et donc, je reviens au plateau cette année avec une pièce qui est née de cette première expérience de Pipa que je vous racontais, le cerf-volant, le vent, l'enfance. Et je me suis dit, je vais faire une pièce pour les enfants ou pour les adultes aussi, mais en pensant qu'il y ait une entrée pour l'enfance, dans lequel on va déployer par la parole. Il y aura du texte, il y a tout un travail d'objets, de matière qui se déploie sur le plateau. Il y a des danses, il y a des manipulations d'objets. On va essayer de déployer une journée dans le paysage. Donc ça commence au petit matin. Ça traverse des montagnes, des ruisseaux, l'orage, il y a des animaux qui apparaissent. Et on va arriver à la fin de la nuit au bord d'un feu de camp. Et tout ça, c'est très analogique. C'est des ficelles, c'est des poulies, c'est des bouts de feutrine. Et vous pourrez la voir donc, le 5 novembre si vous êtes en Ile-de-France, et sinon à Lyon, mi-avril à la Maison de la Danse. Et aussi, on sera à Grenoble tout le mois de février, au Pacifique et à l'Hexagone. On va prendre les questions de la salle, mais juste avant, pour vous faire un peu réagir sur le travail des uns des autres, Sophie, tu as parlé tout à l'heure d'intégrer la musique. Est-ce que la transparence ou la danse, ça fait partie des choses sur lesquelles tu as eu un moment pensé à essayer de les intégrer ? Alors, encore une fois, je travaille plutôt de façon très intuitive, c'est-à-dire que globalement, je ne pense pas les projets en amont, mais je les vis. Et c'est vrai que la transparence, elle est arrivée à de nombreuses reprises, en fait. Et j'avais ce mot palimpseste, en fait, en tête, et lié aussi à l'animation que j'avais apprise, puisque j'ai fait l'école des Beaux-Arts à Orléans, et qu'il y avait cette fonction qui nous permettait de voir l'image d'avant pour pouvoir construire l'image d'après. Et cette pelure d'oignon, cette transparence qu'on invitait à mettre en œuvre pour pouvoir construire l'animation et du coup le mouvement tel que tu l'as décrit, elle est présente dans le livre textile, dans un des objets que j'ai pu concevoir, qui s'appelle le ballon d'Eléa dos Santos,
sur laquelle je l'ai invitée en fait à travailler sur le partage et la transmission, et elle m'a fait ce ballon donc, qui part d'une impulsion et qui va voyager à travers les pages. Et finalement, en travaillant le livre, étant donné que je voulais absolument faire un objet en double page pour donner à cet objet une dimension de livre, puisque c'est éventuellement ce qu'on pouvait lui reprocher à mesure des rencontres que je faisais, j'ai retiré cette garniture propre au livre textile, qui est cette ouatine qui donne ce côté moelleux et attrayant au livre. Et donc, en le dégarnissant, je me suis retrouvée avec le fil de coton pur et une transparence très conséquente. Et automatiquement, je me suis dit, mais voilà, l'écriture, elle se fait aussi à travers la fibre de la matière, grâce à cette transparence avec l'image d'avant, l'image d'après. Et en fait, on est dans un mouvement permanent aussi dans l'objet livre, grâce à ce fil, et d'autant plus parce que ce sont des livres mous. Il faut le dire, la trame textile n'a pas cette rigidité qu'a le papier. Et toi, Stéphane, la danse, c'est une source d'inspiration dans À mort. ton travail? Non, sérieux. Alors, effectivement, donc, quand on parle d'édition, en fait, on est toujours un peu dans un carcan un peu fermé, parce qu'on ferme un livre, on l'ouvre. Effectivement, alors on a des possibilités de les déployer, de les machin. Bon, c'est vrai que plus j'avance, moi, plus je suis dans la narration. En fait, je m'accorde plus de temps à la narration, et du coup, c'est marrant parce que je suis un peu issu de toutes ces expérimentations. Moi, quand j'ai commencé à faire des livres, j'étais beaucoup dans la manipulation, à tenter des choses aussi, à ce que potentiellement le lecteur en fait puisse les tourner autour, les laisser, les jeter, enfin des choses comme ça. Et puis plus ça avance, plus je suis dans l'acting en fait. C'est marrant. Bon, il se passe des choses dans la vie des fois, et voilà, on continue des choses, mais Jordi, c'est un peu ma fille, parce que ma fille fait de la danse, exactement dans cette projection-là, tout ce que tu lui racontes, en fait, ça me parle énormément, on en parle beaucoup, en fait. Il se trouve qu'elle a ce parcours de danse, alors elle est un peu plus jeune que toi, mais il y a aussi toutes ces problématiques qui sont très présentes sur la question de l'architecture, du rapport au corps, et elle m'a emmené aussi avec ça, donc elle m'a beaucoup ouvert les yeux là-dessus. J'ai pu voir du coup je suis allé voir beaucoup de danse, enfin en tout cas, et il est peut-être question qu'on tente de faire quelque chose ensemble, parce que j'aimerais bien, on parle beaucoup de ça, de faire sortir en fait justement toutes ces questions narratives que moi je peux avoir en fait, avec justement toutes ces questions en fait aussi de rapport à l'espace, qui pourraient peut-être pourquoi pas engendrer ou potentiellement faire quelque chose. Et ouais, je crois que j'aurais toujours voulu faire de la danse, mais j'ai jamais vraiment osé en fait. Voilà. Il faut s'inscrire dans des écoles de Villeurbanne pour faire des ateliers participatifs. Il y a une question de corps aussi parfois à un moment donné. Enfin. Merci tous les trois. Est-ce qu'il y a des questions là du coup dans la salle? Il nous reste une dizaine de minutes devant. Bonjour, voilà, moi je prends la parole. Je vais surtout interroger Sophie Bonhomet. Je voulais revenir en fait sur le textile et le tissu, si vous pouviez me dire. En deux mots, je voulais justement revenir sur la matière textile et savoir au niveau justement des tissus, leur provenance, voilà, de quel tissu il s'agit. Je voulais dire un petit peu deux mots sur voilà. Oui, sur la, il n'y a pas de souci. Bonjour. Voilà, bonjour. Merci. Alors, ce sont des choix qui n'ont pas été faciles à faire au départ. Si j'avais à cœur de fabriquer ces livres en France, c'était aussi pour pouvoir maîtriser cette partie-là. Évidemment, en France, on ne fabrique pas de coton. Donc mes tissus ne sont pas français. J'avais vraiment très envie d'imprimer exclusivement sur coton, parce que la plupart des objets étaient fabriqués sur polyester, et que j'avais au départ un peu d'appréhension par rapport à une matière plastique. Je me disais, non, je veux travailler que sur du naturel. J'ai 2 livres qui sont imprimés sur polyester, et je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ce choix-là. En revanche, tous les autres cotons que je choisis viennent d'Espagne, et celui avec lequel je travaille maintenant est bio, mais voilà, le capitalisme faisant aussi
on rencontre évidemment des difficultés à ce niveau-là, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir des prix intéressants, il faut produire beaucoup. Et c'est tout ce pourquoi je me bats, c'est-à-dire que je n'ai absolument pas envie de surproduire, je veux raisonner ma production, je veux travailler petit à petit. Et ça a été au départ, on va dire, une décision que j'ai dû prendre, c'est-à-dire de fixer aussi des tarifs qui soient en accord avec une réalité économique que j'imaginais, mais qui n'était pas celle de la production. C'est-à-dire que mes livres me coûtaient au départ quasiment autant que ce que je vendais, parce que j'avais une ambition, c'était celle vraiment de donner tout de suite un prix qui soit juste. Et donc, il fallait être patient et produire davantage. Au début, je n'avais que 3 livres. Maintenant, j'en ai 18 au catalogue. Donc, évidemment, ça change pas mal les choses au niveau de la production. Maintenant, je suis toujours dans cette dimension ralentie. Et je crois que ça a aussi beaucoup de sens par rapport à l'objet livre. C'est-à-dire que pour moi, ce sont des livres qui sont de l'ordre du silence. Ce sont des livres qui se partagent à des moments particulièrement calmes et doux. Et c'est vrai qu'effectivement, la lenteur est de mise aussi dans la façon dont je les produis. Et j'en reviens juste à ces 2 livres sur polyester. La production des livres sur coton, donc ce sont des encres pigmentaires qui sont déposées tout simplement sur le tissu et qui sont chauffées de façon à fixer ces pigments. Il n'y a rien de plus dans les livres textiles, ce qui peut éventuellement les rendre fragiles dans le temps au frottement, c'est-à-dire qu'on les passe en machine, mais mes livres passent à la machine. J'ai fait une machine avant de venir à Villeurbanne d'ailleurs, c'était très très rigolo, pour mes livres de démonstration. Et donc effectivement, ils ont cette fragilité au frottement. Et pour les livres de la collection Grandeur Nature, je me suis posé la question de à quel moment en fait cet objet devient un déchet. Et dans ce cadre-là, étant donné qu'on est sur de l'impression, c'est quand l'image peut éventuellement disparaître, parce que ces livres-là peuvent potentiellement, dans l'absolu, être réparés. J'ai très envie de ça aussi dans le futur, c'est-à-dire de pouvoir proposer aussi un accompagnement avec le livre pour qu'il puisse être transmis dans le temps, puisque ces livres ont quand même vocation à être durables. Et cet objet-là, il allait être sursollicité, c'est-à-dire que je le pensais pour les collectivités, avec plein d'enfants, dans l'idéal, qui se roulent dedans, qui marchent dessus. Et donc, j'ai fait le choix d'une technique d'impression qui ne s'altérerait jamais dans le temps. C'est-à-dire que, oui, ce sont des livres qui sont coûteux à fabriquer, qui sont très grands, et dont les images ont été pensées peut-être parfois longtemps. 20 milieux sous les mers de Julie Colombet qu'on vient de faire, il a pris énormément de temps dans sa réalisation. Et je me suis dit, ces livres-là ne doivent pas devenir des déchets. Et donc, pour ça, autant choisir une matière qui soit réellement durable dans le temps. C'est-à-dire que je fais le choix d'une matière qui n'est pas naturelle, mais qui a cette vocation à être présente longtemps. J'étais un petit peu longue, pardon. Merci à vous. Il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, c'est que c'est l'heure d'aller manger aussi, après. Là-bas. Bonjour, merci déjà pour cet échange, c'était très inspirant. J'avais une petite question, du coup plutôt pour Sophie Bonhomé aussi. Vous parlez beaucoup d'impression sur textile. Est-ce que vous utilisez aussi vraiment la trame et le fil pour exprimer quelque chose, ou c'est vraiment plutôt de l'ordre de l'impression ? Alors, initialement, plutôt de l'ordre de l'impression, c'est-à-dire que, en fait, je pense que le livre d'éveil, alors si on parle bien de ça, c'est-à-dire avec des objets qui présentent des textures, du relief, des matériaux qui font des bruits ou des choses comme ça. Je crois que quand j'ai monté cette maison d'édition, en tout cas, je voyais une brèche, un manque en particulier sur un objet, et qui était celui vraiment de l'ordre de l'image. C'est-à-dire que j'avais le sentiment que sous prétexte que c'est pour les tout-petits, on y place des images qui sont standardisées, avec des contenus qui sont souvent peu enthousiasmants dans la relation qu'on a avec les enfants. J'avais la réflexion qu'on me fait assez régulièrement quand on arrive sur mon stand, c'est formidable. Les enfants peuvent le mettre à la bouche, on peut le passer en machine, on peut les laisser seuls avec, c'est vraiment incroyable.
Et je ne suis pas tout à fait du même avis dans la mesure où, oui, bien sûr, cet objet-là peut être manipulé par l'enfant en toute sécurité, mais en fait, il s'agit plutôt de réintroduire notre présence, c'est-à-dire de donner un rôle aux parents dans ce moment-là. C'est pour ça que la petite phrase que je dis, c'est que ce sont des livres pour tisser des liens. Et à mon sens, dans l'objet textile initialement, les images étaient relativement assez pauvres dans ce que nous, on peut éventuellement partager avec l'enfant au démarrage. Et j'avais envie en fait de réintroduire de cette manière-là la place du parent. Donc automatiquement, ce sont les contenus que j'ai davantage travaillé. C'est là où j'observais un manque en particulier. Donc oui, mes premiers ouvrages étaient vraiment essentiellement liés à l'impression et non pas à l'éveil, puisque finalement les objets pour les enfants ils sont très bien pensés. Il y a beaucoup d'objets avec des textures, avec des matières. Finalement, en fait, je repensais cet objet-là davantage dans la relation qu'on avait avec lui, c'est-à-dire aussi dans la parentalité. Et donc pour nous aussi, quelque part. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Et ben, s'il n'y a pas trop de questions, je vous remercie tous les trois. Puis on va vous libérer pour la suite du festival.